Oui, donc des missions, puis finalement une affectation au Laos. Alors, le Laos, quand j'y vais pour la première fois en 90, c'est un pays encore à moitié détruit par la guerre et très largement coupé du monde. Alors on dit toujours guerre du Vietnam, mais en fait la guerre du Vietnam s'est passée aussi au Cambodge, mais aussi beaucoup au Laos. Notamment parce que les pistes Ho Chi Minh, les fameuses pistes Ho Chi Minh, contournaient le Vietnam et la ligne de démarcation et passaient à travers la chaîne anémitique du côté laotien. Donc le Laos n'a jamais été officiellement en guerre, mais en fait une grande partie de la guerre du Vietnam s'est déroulée au Laos, et le Laos a été sans doute le pays le plus bombardé dans l'histoire jusqu'à aujourd'hui. Alors le Laos, pour le dire vite, c'est un pays qui fait à peu près la taille de la Grande-Bretagne, mais très peu peuplé, puisque donc aujourd'hui il y a 6-7 millions d'habitants. À l'époque, il y en avait plutôt 5 millions, et dont la moitié étant des minorités ethniques. Alors ça, c'est la dénomination officielle, des groupes minoritaires, ethniques, etc. Et qui occupent les deux tiers du territoire, qui sont des parties montagneuses, en fait. Et les Lao, proprement dit, eux sont donc à peine la moitié de la population et occupent essentiellement la plaine le long du Mékong, le corridor le long du Mékong. Alors quand j'arrive à première mission en 90, je veux dire, c'est un pays donc, qui se relève quand même très difficilement de la guerre et de la prise du pouvoir donc, par le Pathet Lao, par les forces révolutionnaires en 1975, ce qui lui avait valu d'être largement coupé donc, du monde, étant rattaché quand même essentiellement à ses anciens alliés, donc les Vietnamiens, mais aussi les Soviétiques et les pays de l'Est, mais complètement coupé. Largement coupé en tout cas avec l'Occident. Pays presque sans voiture, pas d'électricité dans la majeure partie du pays, même dans les capitales dites provinciales, donc qui sont en général des gros bourgs, donc parfois de l'électricité seulement 2 heures par jour le soir. Voilà, donc peu de routes, des routes en plus très souvent défoncées, donc un pays quand même très, je dirais très reculé sur l'échelle du développement, économique. Je fais quelques déplacements sont possibles, donc je fais des missions dans le sud avec Médecins sans frontières, mais je peux aussi aller, alors je peux aller en hélicoptère à Siang Quang, une sorte de tourisme. Je peux aller à Luang Prabang, qui est la capitale culturelle, qui est maintenant une ville UNESCO, patrimoine culturel du Laos qui se rouvre à peine. Donc, le pays est quand même très largement fermé aux étrangers, sauf donc aux pays socialistes alliés et amis, et notamment en quête non autorisée pour les chercheurs occidentaux en sciences sociales, avec juste quelques exceptions. Donc il y a 2 chercheurs australiens, donc un historien, Stuart Fox, et un anthropologue, Grant Evans, sur lequel je reviendrai, qui ont pu faire quelques enquêtes. Et j'ai 2 collègues de l'Orstom, Bernard Ours et Monique Selim, qui se sont installés en même temps que moi à Vientiane pour faire des enquêtes gérées urbaines aux environs de Vientiane, en santé, mais qui vont pas rester très longtemps. Ils vont rester 1 an.
Moi-même, je travaille donc essentiellement au sud du pays avec MSF. Et donc, demande notamment d'aller dans des régions qui sont complètement à l'est de la province de Saravan et c'est une région en plein sur les anciennes pistes Ho Chi Minh. D'ailleurs, en hiver, il y a encore un pipeline qui alimentait donc les troupes du Viet Cong qui traversent la zone. C'était le lieu de combat très violent, d'abord avec les Français au moment de la guerre d'Indochine, et puis ensuite au moment de la guerre américaine, avec des attaques de commandos héliportés. Et puis entre 10 ans de bombardement dans cette région. Entre 10 ans de bombardement, en gros entre 65 et 74-75. Population donc des groupes ethniques identifiés comme Taoy, Katang, Paco, Kantu, qui sont des petits groupes de quelques milliers chacun sur une aire assez large. Des groupes finalement effectivement très peu étudiés aussi bien à la période coloniale que dans les années suivant l'indépendance, 50-60. Région extrêmement difficile d'accès, donc quelques pistes défoncées durant la guerre. Quand je vais m'y installer plus durablement, je vais être installé plus durablement à Saravan, je loue un vieux camion militaire russe, un 6-6, c'est-à-dire pas 4x4, mais 6 roues motrices pour pouvoir monter les pistes, notamment ce qui reste des pistes Ho Chi Minh, et puis après marcher. Voilà. Donc énormément de marches. Et donc des villages quand même très, très reculés, et la plupart des officiels là-haut, d'ailleurs, de la province, n'y vont pas ou n'y sont jamais allés. Je dirais que les premières missions pour moi étaient très émouvantes parce que j'avais l'impression d'être de retrouver le champ de bataille non nettoyé 15 ans après la guerre du Vietnam. Et comme je l'ai dit, la guerre du Vietnam avait marqué quand même très largement mon adolescence. Alors, une région encore très marquée par des débris métalliques partout, donc qui ont été récupérés. Les pilotis des maisons sont des containers de bombes antipersonnelles, donc qui sont utilisés pour les greniers, pour les maisons, etc. Comme ils disent, la vaisselle est américaine, c'est-à-dire ils ont des bols, ils ont des pipes à eau qui sont faits de débris métalliques, d'avions qui sont tombés ou de camions des Viet Cong qui ont sauté. Aussi, il y a beaucoup de mines non explosées, donc c'est une région dangereuse parce que donc il y a eu beaucoup de mines antipersonnelles qui étaient tombées de ces containers et qui sont enfoncés dans le sol sans exploser. Or, ces pratiques agraires, c'est de la défriche brûlis, et donc quand ils mettent les brûlis, très souvent il y a des mines qui explosent. Donc, opération de déminage, mais aussi une région qui a été complètement aspergée de défoliants, de fameux agents orange pour mettre à nu les pistes Ho Chi Minh. Et en même temps, beaucoup de villages ont été détruits au napalm. Donc c'est une région vraiment qui a été très, très martyrisée durant la guerre, avec des populations qui ont fui dans la forêt, les villages ont été détruits, et ils sont restés dans la forêt durant des années. Et la région a été en fait abandonnée après la guerre, justement, à cause des bombis, du défoliant, etc. Et beaucoup de villages ont été déplacés sur des zones, pas complètement dans la plaine, mais sur des zones un peu plus rapprochées de la capitale provinciale, et donc sur des sortes de bas-fonds. Donc, ma problématique, commence, des sociétés se recomposent, se reconstruisent après une guerre quasi totale,
a aussi là, vraiment, enfin, j'ai affaire à des populations qui ont été quand même extraordinairement déstructurées, déplacées, hein. Et par ailleurs, des choses qui m'intéressent aussi un peu dans le prolongement des enquêtes que j'ai faites en termes d'anthropologie des technologies, comment ces sociétés, donc caractérisées d'archaïques d'ailleurs, aussi bien par les Vietnamiens que par les Laotiens, qui ont une sorte d'échelle d'évolution, hein. Donc, comment est-ce que ces sociétés dites archaïques ont vécu justement cette fait d'être prises dans une guerre de très haute technologie, enfin, américaine. Donc il y a ça aussi qui m'intéresse, enfin, leur perception justement de cette ouverture au monde à travers une technologie destructrice. Donc la guerre est partout présente, évidente. Dans un village, donc on a toutes ces pilotis faites à partir de Bambi, mais je n'ai pas le droit d'en parler. Hein, on considère que des informations sont encore un peu secret défense. D'abord parce que c'est une période où les Américains ont passé des accords pour essayer de retrouver les missing in action, c'est-à-dire les restes de soldats et notamment d'aviateurs dont les avions étaient descendus en fait dans ces coins. C'est là où il y a eu c'est la région qui était la plus bombardée, donc c'est là aussi où il y a eu le plus d'avions perdus par les Américains avec des aviateurs. Donc ils cherchent, il y a tout un programme de recherche de missing in action. Donc on estime que moi, il ne faut pas me donner d'informations non plus, parce que peut-être je peux être lié à ces gens. Et puis il y a aussi de mauvais souvenirs dans la région liés à des chercheurs, donc linguistes, durant la guerre américaine, du Summer Institute of Linguistics, du SAL, qui ont travaillé qui sont les seuls à avoir vraiment travaillé à l'époque sur les langues régionales, et qui étaient liés évidemment à l'armée américaine et qui fournissaient des informations à l'armée américaine. Donc, interdiction de parler de la guerre. Donc, je suis lié par le département de la santé régionale à ne poser que des questions concernant la santé des minorités. Cela étant, bon, le soir, donc on reste dans les villages, on dort dans les villages, on est quand même très loin, hein, et en plus, les villages sont en général séparés les uns des autres à un jour de marche. Donc on réside dans les villages, et le soir, je veux dire, pour peu qu'on ait un peu bu, tout le monde me raconte, tout le monde raconte des histoires de guerre. Voilà. Donc les informations qu'on veut cacher, je ne peux pas faire d'enquête systématique, mais j'ai tout un tas de récits voilà, qui me sont donnés. Alors c'est quand même mission, j'avais sous haute protection, là encore, donc première année, j'ai quelqu'un qui m'accompagne tout le temps avec une Kalachnikov pour ma protection en principe, mais les 2 ou 3 personnes qui sont mes partenaires là-haut de la province ne sont pas du tout rassurés non plus. C'est la première fois qu'ils vont dans ces villages, ils ont peur d'être empoisonnés. Il y a toute une méfiance, des autorités. Il y a des incidents aussi. Une fois dans un village, bon, on pense que je suis russe. Parce qu'il n'y a eu aucun occidentaux, enfin, sauf des pilotes, des pilotes qui ont été descendus par le Viet Cong. Donc dans la région, il n'y a eu aucun occidentaux, sauf des Russes, quelques experts russes qui sont venus. Et puis, voilà, et puis on discute avec le chef du village, qui est un vieil homme, et puis qui comprend tout à coup que je ne suis pas russe, que je suis français. Et alors il s'étonne beaucoup qu'un Français puisse être là. Et il me dit, bah, écoutez, voilà, ça me fait plaisir de voir un Français,
La dernière fois que j'ai vu un Français, j'étais enfant, j'étais à côté de mon père. Les Français ont accusé mon père d'avoir accueilli des Viet Minh, ce qui était vrai, et ils ont descendu mon père. Ils ont tué mon père. Alors, à l'époque, je ne parlais pas très bien lao, j'avais un interprète qui se décomposait, en traduisant la chose, puis après il a continué en me disant « Mais vous savez, si vous êtes venu pour rechercher les corps, on les a tués au village d'après, on a caché les plaques, on a caché les corps, vous ne les trouverez pas. » Enfin, il y avait quand même une ambiance très tendue. Puis après, toute la nuit, j'ai expliqué qu'en Occident, il y avait beaucoup de gens qui étaient contre les guerres du Vietnam, que c'était... et finalement, c'est apaisé, mais enfin, c'était un contexte quand même très difficile, et même une grande méfiance, même sur Saravan même, où j'habitais, où je résidais, et une grande méfiance des autorités. Ma maison était fouillée régulièrement par des gens du bureau du gouverneur qui voulaient savoir ce que j'écrivais. On me demandait, quand c'était les premiers gros ordinateurs portables à l'époque, donc on me voyait travailler sur mon ordinateur quand il y avait de l'électricité, donc on venait me demander ce que j'écrivais, si j'allais en faire une copie pour le gouverneur, etc. Et et puis c'était une ambiance où on se méfiait de l'impérialisme américain, occidentaux, des fake news, enfin on ne disait pas ça à l'époque, mais enfin de la propagande de l'impérialisme américain. Et par exemple, jusqu'en 1993, la personne qui m'accompagnait tout le temps de la santé provinciale refusait de croire que le mur de Berlin était tombé, en disant c'est des mensonges franco-américains, et évidemment, c'est pas vrai. Cela dit, ambiance quand même différente de ce que j'avais pu connaître en Chine ou au Vietnam, parce que autant il y avait une sorte de méfiance, autant il y avait des relations très formelles, par exemple lors des réunions, quand les gens me recevaient dans leur bureau, etc. Autant après 5 heures du soir, tout le monde venait dans ma maison pour boire des bières. Bon, j'avais fait l'achat d'un frigidaire et j'étais un des seuls dans la ville à avoir un frigidaire, un Saravan, et donc tous les fonctionnaires qui se méfiaient a priori terriblement de moi venaient le soir boire des coups chez moi, et en ambiance très sympathique. Et surtout, en dépit de toute cette méfiance, j'avais le soutien du ministre de la Santé, qui souhaitait réellement avoir des informations sur l'état sanitaire de ces régions où personne n'était vraiment allé depuis la fin de la guerre. Donc, mon titre officiel, c'était Siaosan Sukapap Sanpao, c'est-à-dire expert en santé des minorités. Voilà, et c'était le cadre officiel dans lequel je devais travailler, et de fait, l'état sanitaire de ces populations était assez terrible, c'est-à-dire qu'il y avait un paludisme dans tous les villages. Tous les villages étaient impaludés, mais il y avait aussi des épidémies de choléra. Certains villages où il y avait des lépreux qui étaient mis à l'écart, en dehors des villages. Donc un état sanitaire quand même tout à fait tragique. Et même si je dirais que mes problématiques étaient autres, je me suis quand même pas mal investi dans ces enquêtes de santé avec un médecin et avec l'aide donc de Médecins sans frontières. Et j'ai fait des rapports quand même réguliers au ministère de la Santé, qui semblait apprécier mes enquêtes. Cela étant, tout en faisant ces enquêtes donc, de santé, j'ai pu remplir aussi mes carnets de notes
à la fois donc récits qu'on faisait sur la guerre, mais aussi j'ai pu avoir, je dirais, une vue régionale assez complète, parce que on m'a fait faire, donc je m'implante à partir de 93 vraiment à Saravan, et là on me fait faire des enquêtes dans tous les districts. Donc je vais passer dans tous les districts de minorités ethniques de Saravan, je vais passer entre 3 semaines à 6 semaines, donc visite beaucoup de villages, et suis frappé par je dirais une grande homogénéité culturelle entre tous ces villages. Donc ce sont des minorités qui ont des noms, qui ont en principe des langues assez différentes, même si en fait elles appartiennent toutes ces langues appartiennent à la famille de langues austro-asiatiques, et même à une branche plus particulière qui est la branche Ketouik. Donc tous ces villages sont quand même, je dirais, dans une sorte de complexe linguistique, mais avec quand même des racines communes. Et surtout, je réalise qu'il y a une grande homogénéité à la fois en matière d'organisation sociale de tous ces villages à travers tous ces districts, et également une sorte d'homogénéité dans la pratique de certains rituels. Alors je peux enquêter assez systématiquement sur les questions de parenté, et beaucoup plus prudemment sur les rituels. Mais le fait d'aller dans tous les districts et d'y passer du temps me permet donc d'avoir une vue régionale quand même intéressante. Alors notamment les enquêtes de parenté, ce que je vois d'abord, c'est ce qui avait été d'ailleurs déjà aperçu par les quelques chercheurs vietnamiens qui avaient vécu dans la région, c'est qu'on a affaire en fait à un système d'échange généralisé tout à fait classique. Donc ce sont tous des villages, donc patrilocaux, patrilinéaires, avec patrilocalité, et avec mariage préférentiel pour la fille de l'oncle maternel, et système d'échange généralisé extraordinairement classique. Et même un peu comme ce que Leach a étudié chez les Kachin, parfois dans certains villages, un lignage aristocratique, donc échange généralisé, mais avec donc une hiérarchisation. C'est-à-dire que lignage aristocratique peut prendre femme dans un autre lignage, mais un autre lignage, un lignage roturier, ne peut pas prendre femme dans lignage aristocratique. Donc tout un système de parenté cohérent. Donc cette circularité de l'échange généralisé, et aussi une circularité évidente, apparente dans les villages, donc qui tous plus ou moins épousent la forme d'un cercle ou d'une ellipse, certains avec des maisons communes au centre, d'autres non. Certains avec des très longues maisons. Je revois des maisons où il y a plus de 150 personnes qui vivent dans ces maisons, chez les Paco, à la frontière vietnamienne, mais toujours quand même, je dirais, une idéologie, je dirais, de circularité qui domine dans tout ça. Donc je conduis des enquêtes de parenté assez systématiques, je m'intéresse aussi à l'organisation des maisons, et comme je dis, je commence à travailler aussi sur les rituels, mais en faisant attention, parce que mes partenaires ne comprennent pas, ne veulent pas que je m'intéresse spécialement à ces questions. Cela étant, la plupart des villages dans lesquels je vais pratique des petits rituels, des rituels individuels, des rituels par maison, des rituels au niveau villageois. Beaucoup de villages dans lesquels je suis censé travailler sont dits kalam, c'est-à-dire interdits, parce que justement il y a un rituel qui est en cours. Voilà, donc c'est quand même très prégnant, je dirais, dans cette région. Ce sont des rituels qui reprennent en fait après la guerre. Et au terme un petit peu de toutes mes enquêtes dans la région de Saravan, etc.,
les villageois et même les autorités, en fait, me disent, mais si tout ça vous intéresse, si l'organisation vous intéresse, si les villages en cercle vous intéressent, il faut absolument que vous alliez chez les Katous, à Sékong. Sékong, c'est la province d'en dessous, disant attention, ils sont dangereux, ils ont une mauvaise réputation. Le gouvernement me dit oui, ils détestent les Français, ils vont vous couper la tête. Etc. Mais voilà, c'est là où sans doute vous pourrez avoir le plus de renseignements sur ce qui vous intéresse, plus d'informations. Et une fois, en fait, mes enquêtes pour le projet MSF étant considérées terminées pour le gouverneur, terminées à Saravan, j'allais donc chercher d'autres partenariats pour aller dans la province d'en dessous à Sékong.